Victor Hugo, ce monument de la littérature, ce révolutionnaire de la poésie, ce visionnaire du monde, cet artiste multidisciplinaire, ce combattant de la liberté, ce défenseur social, va connaître une vie digne de ses propres romans. Ainsi, son existence s'inscrit dans un enchaînement d'événements intenses, comprenant le mariage, la trahison, la liaison, la gloire, le drame, le combat, l'exil et la mort. Tous les ingrédients pour concevoir une fresque romanesque. À l'inverse de Flaubert, son contemporain et ami, qui vécut une vie sans grand relief, essentiellement cloîtré dans sa demeure de Croisset en Normandie, Victor Hugo composa ses œuvres immortelles dans une pluralité de lieux. Dans la capitale parisienne, naturellement, dans les alentours de Paris, notamment à Bièvre, au château des Roches, à Guernesey, où il a fui en exil pendant près de 15 ans. Il s'imprégna aussi d'endroits et d'événements particulièrement poignants pour lui, comme la noyade à Villequier de sa fille adorée Léopoldine, catalysant ainsi la création de son chef-d'œuvre lyrique, Les Contemplations. Cet homme ambitieux, audacieux, curieux, courageux, a mis le monde à ses pieds au point de lui allouer des obsèques nationales dignes des plus grands rois. Tout d'abord, Victor Hugo est doté d'un talent impétueux qui éclate dans nombre d'arts. Ainsi, sa poésie et ses pièces de théâtre lyriques le consacreront au point d'être le chef de file du cénacle romantique, composé notamment de Balzac, Eugène Delacroix, Vigny, Dumas, Musset, Sainte-Beuve et Mérimée. À la faveur de son acharnement au travail et de son génie, il s'essaiera tous les genres de littérature, du roman historique, social, romantique, au discours politique, en passant des tragédies en prose ou encore au genre épistolaire, laissant ainsi une œuvre officielle comptant presque 40 millions de caractères. Hugo est aussi un artiste accompli dans l'art pictural, décoratif, architectural et photographique. De même, Victor Hugo est parvenu à faire palpiter la France à travers ses combats politiques contre les puissants et par ses positions sur les libertés et les conditions sociales. Conscient de sa postérité, cet illustre génie écrira dans une lettre de 1859 « L'ensemble de mon œuvre fera un jour un tout indivisible, un livre multiple résumant un siècle. Voilà ce que je laisserai derrière moi. » Il adoptera d'ailleurs comme adage « Ego Hugo », ce qui n'empêchera pas les critiques ironiques à l'encontre du grand homme. Ainsi, Cocteau déclara « Victor Hugo était un fou qui se prenait pour Victor Hugo ». Victor Hugo vint au monde à Besançon en 1802. Sa mère, Sophie Trébuchet, est vendéenne, et son père, Léopold Hugo, est un Lorrain, qui deviendra général dans l'armée napoléonienne. À propos de ses origines et de ses traits de caractère, il écrira « 3 races dans mon sang, Bretagne, Lorraine et Franche-Comté, ce qui fait un triple entêtement. Vouloir fermement, c'est pouvoir persévérer, secret de tous les triomphes. » Il ne demeure dans cette ville que quelques semaines et n'y retournera jamais. Toutefois, il fait allusion à la Franche-Comté dans sa magistrale œuvre des Misérables et dans Ruy Blas, preuve que sa région natale l'aura tout de même influencé. Victor Hugo et ses 2 frères aînés, Abel et Eugène, accompagnent leur père dans de fréquents séjours à l'étranger, au gré de ses affectations militaires, particulièrement en Espagne et en Italie. Ces pérégrinations laisseront des traces indéfectibles dans l'âme du grand poète. Elles inspireront entre autres Les Orientales et la très contestée bataille d'Hernani. Dès 1804, Paris deviendra le point de chute du poète, pour son plus grand bonheur. Il glorifiera cette ville maintes fois au cours de son existence. Ô Paris est la cité mère, Paris est le lieu solennel, le tourbillon éphémère tourne sur un centre éternel. En 1809, Madame Hugo emménage avec ses 3 fils dans l'ancien couvent des Feuillantines, situé dans l'actuel 5e arrondissement de la capitale. Le jardin attenant demeura à jamais gravé dans la mémoire du grand homme. Ses souvenirs de Jouvenceau rejaillirent plus tard dans ses œuvres immortelles, Les rayons et les ombres et Les contemplations. Des vers merveilleux empreints de romantisme peignaient ainsi cet endroit édénique.
Le jardin était grand, profond, mystérieux, fermé par de hauts murs au regard curieux, semé de fleurs s'ouvrant ainsi que des paupières, et d'insectes vermeils qui couraient sur les pierres, pleins de bourdonnements et de confuses voix. Au milieu, presque un champ, dans le fond, presque un bois. Dans ce lieu féerique, Victor Hugo aperçut pour la première fois Adèle Fouché, sa petite voisine, qui deviendra ultérieurement son épouse durant une cinquantaine d'années. Victor Hugo effectue ses études au lycée Louis-le-Grand. Ses notes sont excellentes et son appétence littéraire immense. Sa vocation est précoce. Dès l'âge de 14 ans, il consignait sur son cahier d'écolier « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Il fut bien plus. Son génie créateur envoûtera le monde. Dès 1817, l'illustre contemplateur se fait remarquer par sa poésie et remporte des concours, notamment celui de l'Académie française. À 17 ans, il fonde avec ses deux frères Abel et Eugène la revue Le Conservateur littéraire, en hommage à leur parangon Chateaubriand. Victor Hugo publie dès 1821 son premier recueil de poèmes, Odes, qui achève de le faire connaître notamment chez les romantiques. Dès lors, il est convié aux réunions du Cénacle de Nodier, rencontre son idole Chateaubriand et se lie d'amitié avec Alfred de Vigny, qui sera d'ailleurs son témoin lors de son mariage avec Adèle. Dès cette époque, tout semble couronné de succès pour cet illustre écrivain qui s'essaie à tous les styles littéraires, poésie, journalisme, théâtre, roman. Ainsi, à l'âge de 23 ans, Victor Hugo est décoré de l'ordre de chevalier de la Légion d'honneur. Au château des Roches, le poète romantique rencontre l'inspiration créatrice. En effet, Victor Hugo séjourne à maintes reprises dans ce manoir du XVIIe siècle, bordé par la commune de Bièvre et celle de Jouy-en-Josas. Cette demeure appartient à son ami intime Bertin Lenné, le directeur du Journal des débats. Ce célèbre mécène y tint salon de 1815 à 1841, accueillant l'élite artistique et politique de l'époque. On y croisait Chateaubriand, Benjamin Constant, Sainte-Beuve, Madame de Staël, Ingres, Berlioz, Liszt. L'écrivain se rendait au château des Roches les mois d'été en diligence, depuis la place royale, son lieu de résidence, à partir de 1832. Toute la petite famille Hugo accomplissait ce périple. La famille compte désormais 4 enfants. Léopoldine, née en 1824, Charles, né en 1826, François en 1828 et Adèle en 1830. Le poète et les siens sont accueillis avec enthousiasme par les Bertins. Les enfants jouent dans le somptueux parc d'une dizaine d'hectares, tandis que Victor Hugo se promène pensivement au cœur des acacias centenaires, des châtaigniers séculaires, des pins majestueux et des saules argentées. Dans une lettre écrite aux abords des rives du Rhin, il se remémore avec nostalgie ce panorama de verdure. Tous les sapins de la forêt noire ne valent pas l'acacia qui est dans la cour des roches. Dans cet antre, au fond de la vallée de la Bièvre, Victor Hugo compose nombre de poèmes que l'on retrouve ainsi réunis dans plusieurs ouvrages notoires. Les rayons et les ombres, les feuilles d'automne et les chants du crépuscule. Un recueil, Odes et ballades, paraît en 1828, regroupant toutes les œuvres poétiques antérieures du génie de l'harmonie. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle, sa poésie est viscéralement lyrique et royaliste. Ses compositions touchent profondément l'âme des foules, elles brisent les règles établies, elles leur parlent, elles s'adressent à la nature, aux hommes politiques, à Dieu, à la conscience humaine, à la grande histoire. La poésie de Victor Hugo est aussi foisonnante, prolifique. Elle comprend des recueils, les orientales, les feuilles d'automne, publiées en 1832, puis, dans les chants du crépuscule, les voix intérieures, ainsi que dans les rayons et les ombres, parus en 1840. Parmi tous les poèmes, celui du printemps semble singulièrement refléter l'état d'esprit du poète. On ressent son enthousiasme pour la vie, sa quête rêveuse de sens. Printemps. Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire. Voici le printemps, mars, avril, au doux sourire. Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis. Les peupliers au bord des fleuves endormis.
se courbent mollement comme de grandes palmes. L'oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes. Il semble que tout rit, que les arbres verts sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers. Le jour naît couronné d'une aube fraîche et tendre. Le soir est plein d'amour. La nuit, on croit entendre, à travers l'ombre immense et sous le ciel béni, quelque chose d'heureux chanter dans l'infini. Baudelaire écrira à propos de cet illustre poète « Quant à l'amour, à la guerre, aux joies de la famille, aux tristesses du pauvre, aux magnificences nationales, à tout ce qui est plus particulièrement l'homme et qui forme le domaine du peintre de genre et du peintre d'histoire, qu'avons-nous de plus riche et de plus concret que les poésies lyriques de Victor Hugo ?» Comme à son habitude, Victor Hugo brise les conventions classiques dans d'autres genres littéraires, particulièrement le théâtre, dans lequel il moleste la fameuse règle des 3 unités de temps, de lieu et d'action instituée au XVIIe siècle. Hugo écrit dans la préface d'Hernani « Le romantisme n'est, à tout prendre, que le libéralisme en littérature. » La pièce Hernani fit scandale. Elle consacre la bataille entre les nantis classiques en faveur des romantiques, dont Victor Hugo est désormais le chef de file. À la première de la pièce, tous ses amis répondirent présents, d'Alexandre Dumas en passant par Théophile Gautier ou encore Gérard de Nerval. Dès lors, il ne cesse d'écrire de nouvelles pièces de théâtre, toutes plus fantaisistes les unes que les autres, comme Marion Delorme, Le Roi s'amuse, Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Angelo, Tyran de Padoue, Ruy Blas. Son talent et sa verve créatrice se déploient avec envergure. Il signe à cette époque un roman devenu légendaire, Notre-Dame de Paris. Par la suite, consciente du génie visionnaire qu'est Victor Hugo, l'Académie française l'intronise en 1841. Juliette Drouet, sa muse d'une vie, accompagne discrètement Victor Hugo dans tous ses lieux de villégiature. Il faut dire que Sainte-Beuve, ami et codataire de Victor Hugo, s'est amouraché d'Adèle Hugo. Le poète en est profondément affecté. Cette blessure intense subsistera viscéralement dans son âme. Dès lors, jusqu'à un âge avancé, il accumulera les conquêtes féminines. Victor Hugo lui écrira cette preuve d'amour suprême. Le 26 février 1802, je suis né à la vie. Le 17 février 1833, je suis né au bonheur dans tes bras. La première date, ce n'est que la vie. La seconde, c'est l'amour. Aimer, c'est plus que vivre. Et Juliette Drouet, en compagne fidèle, va avoir un effet important sur l'évolution de Victor Hugo, en particulier sur son évolution politique. Juliette Drouet est quelqu'un qui a eu une enfance malheureuse, qui a été en quelque sorte une femme perdue. Elle est devenue actrice, ce qui veut dire à l'époque à moitié courtisane d'une certaine façon. Et Victor Hugo va être bien sûr très ému et relativement sensible à l'enfance malheureuse de Juliette, à ce côté de femme damnée, et l'amour qu'il va lui porter, pour lui, va être une rédemption. Et cette croyance dans la rédemption par l'amour va vraiment imprégner toutes ses œuvres, et ça va devenir plus tard le grand thème, par exemple, des Misérables. Et c'est vrai que le rôle de Juliette Drouet dans la genèse des Misérables est tout à fait important. Ainsi, lorsque le coryphée du Cénacle est en villégiature au château des Roches, la belle loge dans une petite maison du hameau des Metz, à 4 kilomètres seulement. Juliette s'est soumise à une vie de confinement quasi absolu pour son illustre amant. Au cours de leur longue liaison, elle lui écrit près de 17 000 lettres, dont celle-ci datant du 16 février 1848. Je prends ta place, mon adoré, et je substitue la pauvre éloquence de mon amour aux splendeurs éblouissantes de ton génie. Dès lors, Juliette séjournera toujours à quelques rues de son poète adoré, que ce soit à Paris, rue Saint-Anastase, ou en exil, en Belgique, Jersey ou Guernesey. Elle risque même sa vie pendant le coup d'État de 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, en trouvant des caches pour sauver son doux amant de la police bonapartiste. Sa maison à Guernesey, Hauteville-Ferry, proche de celle de Victor Hugo, était
particulièrement ornementée par le poète. On y discernait pêle-mêle des trouvailles antiques, des statues en bois, des enjolivures cynophiles, des objets et meubles conceptualisés par Victor Hugo, des dessins ingénieux, des monogrammes dissimulés de Hugo et de Juliette. Après la mort en 1868 de sa femme Adèle, Victor Hugo partage pleinement sa vie avec Juliette, jusqu'au décès de celle-ci. Il lui écrit quelques mois avant sa mort « 50 ans d'amour, c'est le plus beau des mariages. » Après la trahison et le grand amour, Victor éprouve les affres de la souffrance. Le drame de Villequier transforma l'homme et l'écrivain à jamais. Depuis toujours, Léopoldine, surnommée affectueusement Didine, est adulée par son illustre père. Léopoldine est la fierté de Victor Hugo. Elle est sa fille chérie, dont la naïveté l'émeut délicieusement. L'été, elle passe ses vacances au château des Roches en compagnie de son père, qui l'initie aux beautés et aux délicatesses de la nature. Lorsque Victor Hugo séjourne avec Juliette Drouet en Europe, il envoie à sa fille des poésies enflammées. Léopoldine devient la muse, devient l'égérie, devient la fille chérie, devient la petite princesse. Toutes les personnalités qui rencontrent Victor Hugo en tant qu'écrivain, mais également en tant que père. Ça, c'est un petit peu d'ailleurs ce qui va énerver, je dirais, Sainte-Beuve, parce qu'il voit en Victor Hugo quelqu'un qui réussit tout, à la fois ses enfants, à la fois sa carrière, à la fois sa personnalité, il s'affranchit de tout. Léopoldine est tout de suite immergée dans la culture de Hugo, dans sa façon d'apercevoir les choses, de décrire les objets. Elle est très 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 proche de lui. Bon, c'est aussi l'amour d'un père avec sa fille. Malgré son tiraillement intérieur à marier sa fille, il donne la main de sa fille à Charles Vacquerie, le frère de son ami et adulateur Auguste Vacquerie. On retrouve dans une scène des Misérables le même écartèlement intérieur chez Jean Valjean lorsqu'il constate l'amour de Cosette pour Marius. Le mariage se déroule en l'église Saint-Paul de Paris. Victor Hugo évoquera plus tard ce bonheur désolant de marier sa fille. Il composera un poème universel qui touche toutes les âmes des pères allant marier leurs filles. Aime celui qui t'aime et sois heureuse en lui. Adieu, sois son trésor, ô toi qui fus le nôtre. Va, mon enfant béni, d'une famille à l'autre. Emporte le bonheur et laisse-nous l'ennui. Ici, l'on te retient, là-bas, on te désire. Fille, épouse, ange, enfant, fais ton double devoir. Donne-nous un regret, donne-leur un espoir. Sors avec une larme, entre avec un sourire. Ce poème, il l'a écrit en fait dans l'église, et non pas après comme on l'a cru. Et c'est lors du mariage de sa fille, le 15 février 1843, que Victor Hugo écrit ces lignes qui sont absolument déchirantes parce que pour lui, c'est déjà un premier drame. C'est la séparation, c'est Léopoldine qui va quitter la famille, qui va quitter le nid. Et c'est un drame si intense que Léopoldine s'en rend compte et elle le part même sans dire au revoir. Quelques mois après leur mariage, le 4 septembre 1843, le bateau à voile de Léopoldine et de son mari Charles Vacquerie chavire en revenant de Caudebec-en-Caux. Le couple se noie devant la maison familiale à Villequier. Et on a évidemment souvent dit est-ce que Victor Hugo aurait continué à écrire de la même façon s'il n'y avait pas eu ce drame ? Ce drame, il arrive par une belle journée comme aujourd'hui. Il y a du soleil. Finalement, Léopoldine, qui n'était pas très motivée pour s'habiller rapidement et qui aimait bien prendre son temps quand elle était en vacances ici, se décide à rejoindre son mari qui est parti à Caudebec en bateau, une barque qui est voilée, une toilée comme on dit en langage de marin. Et au dernier moment, donc, elle demande à la servante de l'aider, de s'habiller rapidement. Elle traverse le jardin, elle arrive à la grille, elle monte dans la barque. Et dans la barque, il y a déjà son époux, Charles Vacquerie, qui était un très bon navigateur. Il avait même une passion pour les régates qu'il faisait à Honfleur. Et il y a également l'oncle de Charles Vacquerie, et puis le petit neveu, qui avait entre 10 et 11 ans. Et tout ce petit monde part de façon assez banale, je dirais, en direction de Caudebec. Au lieu de prendre la route, eh bien, on y va en barque, c'est plus agréable.
Et tout se passe très très bien. Et malheureusement, le drame a lieu au retour. La barque est une embarcation qui est un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle est chargée, elle est lestée d'un seul côté, elle n'est pas faite pour naviguer en Seine où il y a des courants, mais il y a également des caprices et des sautes de vent dus au relief, dus aux collines en particulier. Et donc le drame arrive de façon très brutale, inattendue. La barque se prend une rafale, et donc elle chavire. Et alors là, on imagine évidemment ce qui se passe. Tout le monde sur les rives de la Seine peut être témoin parce que c'est vraiment très peu éloigné du rivage. Et on voit donc la barque retourner, on voit Charles qui monte, qui descend, qui sort de la tête de l'eau, qui replonge. Au début, certaines personnes ont même cru, paraît-il, qu'il s'amusait à plonger. Et puis finalement, on s'étonne quand même. Et là, très rapidement, avec la dérive, avec les courants, on retrouve malheureusement les cadavres. Hugo n'aura connaissance du drame qu'une semaine plus tard, lors de la lecture dans un café de Rochefort d'un article de journal régional qui relate le terrible malheur. La douleur de Victor Hugo est effroyable. Il ne s'en remettra jamais. Dans cette belle maison en briques roses, ayant appartenu à la famille Vacry, on ressent encore de l'émotion. Le culte de ce drame, l'âme blessée du poète. Dans le cimetière de Villequier, on découvre avec émoi les sépulcres de Léopoldine Hugo, de Charles son mari et d'Adèle Hugo, la femme du poète décédé en 1868. Entre 1846 et 1882, l'illustre écrivain se rendra 4 fois dans ce lieu pour communier avec ses très chers disparus. Et curieusement, donc ça c'est un peu la surprise des visiteurs du musée, eh bien ils découvrent que Victor Hugo ne s'est rendu à Villequier qu'en 1844, après le décès, le destin tragique de sa fille. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx vert et de bruyères en fleurs. La mort de Léopoldine marque un tournant inaltérable dans la vie de l'homme, du père et du poète. L'atterrement, le chagrin sont si intenses, si profonds, que pendant 7 ans, Victor Hugo ne publiera plus une ligne. Il lui faudra 13 années pour que paraisse l'œuvre lyrique majestueuse des Contemplations, inspirée par sa fille et reflétant les émotions poignantes et les interrogations existentielles d'un père sur la mort, sur l'univers.